11h38. De Lunéville à Baccarat, partez à la découverte du territoire avec la communauté de communes. Découverte des villes et villages du territoire. Aujourd'hui, la ville de Baccarat avec nous, son maire Christian Gex. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va commencer déjà un peu par vous, votre portrait, votre histoire d'élu local. Ça remonte aux années 90 ? Oui, c'est ça, 95, la première élection à laquelle j'ai participé sur la ville de Baccarat, où j'étais élu avec le docteur Fèvre, et j'étais son premier adjoint à l'époque. Ah oui. Voilà. Et puis 2013, maire. Oui, c'est ça, 2013, maire, suite au décès de notre regretté Josette Renaud, décédé prématurément, foudroyé par la maladie, et donc j'ai pris sa place en 2013, et je me suis représenté en 2014. Bah oui. Et puis du coup, vous êtes réélu depuis. C'est quand même le signe d'une politique qui trouve un écho favorable pour les Bachamois. Oui, je crois que c'est le signe de choses bien faites, d'une équipe qui tient la route et qui a bien travaillé pendant l'année 2014-2020. Et puis pour être élu en 2020, assez largement, on pourrait dire, pour tout ce qu'on a fait, quoi. Donc je pense que c'est le signe d'une reconnaissance du travail accompli. Et là, c'est reparti pour les prochaines années, ce qui vous permet de continuer à faire évoluer la ville, aussi faire émerger vos projets. Voilà, c'est ça. Il y a une certaine continuité. Alors, il y a une continuité, bien sûr, par rapport au projet qu'on avait initié, mais il y a aussi un renouvellement, puisqu'on a renouvelé à plus d'un tiers la liste. Et l'apport de nouveaux a permis aussi de découvrir de nouveaux projets. Je crois que hier, vous avez eu la chance d'avoir trois personnes de l'OMS et 3 élus qui ont initié de nouveaux projets au niveau de la ville pour la jeunesse. Et franchement, ça donne un petit coup de boost aussi à l'équipe. Alors être maire à Baccarat, c'est quand même trouver l'équilibre entre histoire culturelle et patrimoniale riche et puis présent et futur, quoi. Faut naviguer entre les eaux, quoi. Tout à fait, tout à fait. On est une ville riche en patrimoine, mais on est une ville aussi qui doit aller de l'avant, s'occuper des nouvelles technologies, développer des nouvelles technologies, des nouveaux. Vous verrez sur le plan de la communication, on essaye d'être un peu précurseur aussi sur le territoire et aujourd'hui, on arrive à avoir cet équilibre entre le passé et l'avenir. Alors pour l'histoire, il se dit que Baccarat s'est construit autour de la tour des Voués. Vous dites qu'il y a plusieurs pistes quand même sur l'histoire de l'origine de Baccarat. Oui, il y a plusieurs pistes. Alors certaines pistes sont controversées. Je crois qu'il y a des gens qui pourraient vous parler de l'histoire de Baccarat à ce niveau-là depuis, je dirais, cette période où Baccarat est né, où Deneuvre est né avant Baccarat. Des gens comme Sébastien Bonhomme qui est féru d'histoire, Sabine Thia par exemple qui connaît toutes ces histoires aussi. Je crois que ça pourrait être un jour intéressant de les interviewer, de faire une petite émission sur le sujet, parce que c'est vrai que ça alimente aussi beaucoup les conversations. Oui. Mais il y a une date quand même pour la ville de Baccarat, c'est 1764. C'est ça, c'est la création de la cristallerie, 1764, c'est la naissance de la cristallerie, de la verrerie à l'époque. La verrerie, ouais. Là, ça, on discute pas. Ça. Là, ça se discute pas. Verrerie, effectivement. Alors, si je vois bien un peu l'histoire, c'était pour, à la base, écouler les gros stocks de bois qu'avait la ville et les environs, quoi, en fait. Voilà, c'était pour donner aussi du travail aux bûcherons, puisque les Vosges, qui est une terre de forêt, beaucoup de bûcherons, donc il fallait alimenter ces bûcherons en travail, et donc ça a permis, puisque c'était des fours à bois à l'époque, de les alimenter. Ouais. Donc c'était une des principales motivations de la verrerie de Sainte-Anne. Une verrerie devenue cristallerie en 1817. Tout à fait. Alors cristallerie depuis, on peut faire un point d'actu aussi parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois de la cristallerie. Comment ça se passe en ce moment ? Je dirais que ça se passe relativement bien. Comme je le dis toujours, les choses avancent bien, il faut toujours rester prudent. Aujourd'hui, il y a eu le rapport qui a été déposé par les administrateurs provisoires. Le tribunal de commerce de Nancy a rendu son verdict, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que la cristallerie appartient à FLL qui est détenue par les prêteurs, ceux qui avaient prêté à la famille Chou donc une partie de l'argent pour acheter la cristallerie. Le tribunal a demandé à ce que les administrateurs provisoires provoquent une assemblée générale. Avec les délais légaux, on va se retrouver autour du 14-15 avril pour l'assemblée générale. Je pense que les prêteurs, comme ils l'ont annoncé depuis un certain nombre de temps, vont mettre des gens à eux, notamment, je pense, Michel Rességuier, qui avait été mandaté, c'est un cabinet de Paris qui avait été mandaté par les prêteurs
voir un peu ce qui se passait et prendre en main la cristallerie. Et ensuite, à partir de là, on pourra commencer réellement à travailler, sachant qu'aujourd'hui, comme vous le savez, donc depuis le 1er janvier, Éric Briand est arrivé à la manufacture et les choses sont un peu remises sur pied. L'activité de la cristallerie est bonne en ce moment, puisque je dirais, il y a plus de chômage partiel réellement. Ils ont même mis en place des VSD, des vendredis, samedis, dimanches. Ça veut dire que l'activité est bonne. Maintenant, il faut attendre après le 15 avril pour voir un peu comment la situation va évoluer, sachant qu'il y a des choses qui sont en cours, hein, puisqu'il y a des investissements qui sont prévus, il y a des réflexions sur les fours, sur l'avenir des fours, sur l'avenir du cristal sans plomb. Bon, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. On a le sentiment aujourd'hui que tout est remis sur pied. Moi, j'ai des réunions, c'est pas des réunions, c'est des discussions assez fréquentes avec Éric Briand, le directeur de la manufacture, avec les syndicats, avec Éric Rogue et puis l'intersyndical régulièrement pour faire le point, pour voir un peu ce qui se passe, pour je dirais, être au courant et puis pouvoir les aider dans la mesure du possible quand ils ont besoin de nous, quoi. Bon, une autre chose aussi importante, c'est Hervé Martin qui est arrivé aussi il y a déjà un certain temps. J'espère et je souhaite de tout cœur, et je pense que ça serait une bonne chose, qu'il assure encore la continuité de son poste et d'une direction générale pendant un petit moment, pour que les choses se mettent bien sur les rails, et je pense qu'on a un bel avenir au niveau de la cristallerie. Maintenant, l'enjeu important, c'est l'avenir plus lointain de la cristallerie, c'est-à-dire la vente de la cristallerie, puisque les prêteurs ne s'en cachent pas. Leur objectif, c'est un jour de vendre la cristallerie. Alors espérons que dorénavant, on trouve un actionnaire français qui soit bien ancré sur le territoire, qui souhaite, vraiment asseoir la cristallerie sur le territoire. Alors on sait, tout le monde, il y a eu des articles sur le sujet, qu'il y a des gens qui s'y intéressent fortement. On sait que le gouvernement, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, regarde ça de près. Voilà, donc on est relativement... C'est quand même un fleuron national. Hein. Tout à fait. Donc on est relativement confiant, mais comme je dis, il faut toujours rester prudent. Mais il semblerait de façon générale que l'orage soit derrière, quoi. Tout à fait. Je pense que la crise est derrière. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on est sorti un peu de tout ce flou artistique et de toute cette problématique qu'on a eue ces derniers mois, enfin l'année passée. Dans l'histoire de Baccarat, si la Première Guerre mondiale a plutôt épargné la ville, la Seconde Guerre aura fait du mal. Il y a eu pas mal de monuments, comme l'église par exemple, qui ont été bombardés, rasés, quoi. Tout à fait, il y a toute la rue Adrien Michaud qui a été pratiquement détruite, surtout une partie de la rive. Alors, la Première Guerre, c'est le pont qui a souffert, hein, c'est toute la partie du pont. Mais c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, Baccarat a été fortement impacté, et c'est pour ça que notre église date de l'après-guerre, et qu'elle est faite on peut dire que c'est une église un peu moderne, quoi. Oui, c'est vrai, assez particulière, quoi. Mais qui du coup a permis d'intégrer justement les cristaux de Baccarat. Tout à fait. Vous avez les vitraux qui sont magnifiques, avec toute une histoire autour de ces vitraux, et quand on rentre dans l'église avec un peu de soleil, c'est magnifique. On voit ces vitraux tout autour. Ça fait plein de couleurs au sein de... Voilà, tout à fait. Oui. Et la crypte aussi, puisque la crypte, il y a aussi des vitraux de Baccarat, alors plus en blanc, mais il y a des vitraux de Baccarat aussi. Et un toit plat, enfin un plafond plat, je crois que c'est assez spécifique. C'est ça, un plafond plat, oui. Enfin, c'est une église qui est très visitée, qui est référencée. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte, parce que... Exactement, elle est ouverte toute la journée. Hein. Oui. Ça peut peut-être de l'extérieur, ça peut moins donner envie. Faut pas hésiter, quoi. Et puis à l'intérieur, quand on rentre, on a cet aspect de grandeur, comme elle est très haute. Enfin, c'est vraiment une très très belle église, et qui est. Il y a des gens qui viennent de loin pour la visiter, hein. On a le cristal à Baccarat, mais on a aussi l'église. Du coup, voilà, c'est savoir rebondir derrière quelque chose de dramatique, et puis en refaire quelque chose de positif, quoi. Puis l'entre-deux-guerres, c'est la création de la mairie, le bâtiment actuel. C'est ça, oui. Au style un peu flamand, comme ça. Donc, bâtiment qui avait été détruit aussi, et qui avait été donné par la famille Michaud à la ville. La ville a reconstruit une mairie avec le parc. C'est pour ça que le parc s'appelle le parc Michaud. C'est vrai, une église qui date des années 1920-1924. Donc, elle, par contre,
contre, avait été détruite pendant la Première Guerre. Et donc, c'est une mairie qui est très jolie, enfin, qui plaît beaucoup, là aussi, qui se visite, puisque les gens peuvent visiter une partie de la mairie, bien sûr pas tout, puisque on a quand même des services qui travaillent, mais on fait aussi des expositions dans cette mairie. Aujourd'hui, c'est compliqué puisque avec la pandémie, mais on compte reprendre un peu ces visites. Alors, un petit scoop aussi, puisqu'on en a discuté dernièrement, la première expo qui sera refaite lorsqu'on le pourra, ça sera une expo photo sur la ville de Baccarat avec une personne de Baccarat qui aujourd'hui est très dynamique sur les réseaux sociaux et poste ses photos. C'est Madame Chevrier. Pour ceux qui la connaissent et qui la suivent, elle fait de magnifiques photos et on lui a proposé de l'exposer à la mairie dès qu'on le pourra. Donc c'est Isabelle Marcelot qui est responsable de la culture aujourd'hui chez nous qui a ça en charge et on travaille dessus. Alors justement, un mot sur le parc, c'est un petit poumon vert quand même pour les Bachamois. Arboretum et roseraie aussi, il ne faut pas l'oublier. Exactement, arboretum et roseraie, et puis le jardin d'enfants, enfin les jeux d'enfants. La plaine de jeux, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on a lancé un groupe sous la responsabilité de Daniel Mougin pour, revoir toute l'architecture du parc, bien sûr en gardant la roseraie, tout ce qui fait aujourd'hui le charme de ce parc, mais le revoir un peu plus ludique au niveau des jeux d'enfants, parce que cette ère de jeu est peut-être un peu dépassée aussi, donc on doit revoir tout ça, et donc on a un groupe qui va réfléchir sur l'aménagement complet de ce parc, puisque on a été obligé de couper un certain nombre d'arbres suite à la maladie et suite au diagnostic de l'ONF, donc il faut qu'on replante des arbres, et donc avant de replanter des arbres, on voudrait revoir l'ensemble du parc et faire une analyse complète sur l'ensemble du parc. Alors qui sera lié bien sûr puisque on a eu l'opportunité d'acheter un bâtiment qui se trouve juste à côté du parc, derrière le parking du personnel. On a un grand bâtiment qui fait plus de 200 mètres carrés qu'on a pu racheter, et comme il est contigu au parc, on a lancé aussi un groupe projet sur l'aménagement de ce bâtiment, peut-être pour une salle culturelle ou autre, une grande salle d'exposition. Et comme elle est contiguë au parc, il y aura un accès direct du parc, et ce qui nous permettra, lorsqu'on fera des manifestations dans le parc, peut-être de profiter aussi de cet espace couvert en lien avec les activités du parc. Comme par exemple les dimanches près du kiosque qui pourraient en cas de pluie se trouver exactement, voilà, exactement. Et avoir plus de monde du coup. Tout à fait. Donc il y aura un accès direct. Alors c'est des projets qui sont en réflexion, qu'on devrait concrétiser pendant le mandat, quoi. Alors, c'est une ville effectivement qui s'investit aussi pour la jeunesse, on en parlait, c'est vrai qu'il y a eu la création de l'école municipale des sports. Voilà, tout à fait. Je crois que là aussi, l'apport de nouveau, sous l'impulsion de Dominique Malherbe et de Sophie Bailly, qui ont eu l'idée de créer cette école municipale des sports. Et puis aussi, le deuxième objectif, il y a déjà d'amener les enfants qui ne font pas du tout de sport vers la découverte de certains sports, c'est le premier objectif. Et il y a un deuxième objectif avec d'occuper les jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances scolaires, de les occuper. Donc il y a ces activités à la fois sportives et culturelles ou autres, puisque je crois qu'il y a l'école de musique qui participe, il y aura sûrement la médiathèque, enfin il y a un certain nombre d'activités autres que le sport pour que les jeunes pendant les vacances aient des occupations culturelles, sportives ou autres. Ouais, et puis c'est vraiment faire le trait d'union et lancer comme ça la jeunesse vers les activités sportives, quoi, vers les clubs. On avait je pense que sur Baccarat, on avait un manque d'activités pendant les vacances scolaires ou autres pour les jeunes de 11 à 17 ans. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'occuper des 11 à 17 ans. Bien sûr, l'école de sport, l'école municipale de sport, c'est plus pour les 6-11 ans. Mais il y avait aussi un manque au niveau des 11-17 ans de s'occuper d'eux pendant les vacances scolaires. Voilà, donc ça commence le premier cycle le 24 mars. C'est ça, tout à fait. Quasiment demain. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sur le bien vivre, l'aménagement l'installation de la fibre est en cours sur l'ensemble de la ville. Oui, il y a l'aménagement de la fibre. Alors, il y a la rive gauche qui est déjà fibrée où les gens peuvent aujourd'hui s'abonner. La rive droite, ça sera plus pour la fin de l'année. Donc, on attend avec impatience. Nous, au niveau de la mairie, on vient de demander la possibilité d'être fibré, donc ce qui est en cours, mais c'est vrai que beaucoup de gens attendent et je crois que c'était une nécessité sur nos territoires d'avoir la fibre pour aujourd'hui utiliser les moyens modernes de communication. Ça, et puis surtout aussi le télétravail. Depuis 2020, on a bien vu que c'était important. Ça se développe. Oui, tout à fait.
Une ville qui a toute sa place dans l'intercommunalité de Lunéville à Baccarat, avec il y a plusieurs installations. Il y a le pôle bijoux, l'autopartage, la médiathèque qui a ouvert en 2020. Tout à fait, oui. On peut dire que sur notre territoire, l'intercommunalité a mis des moyens et a fait des investissements, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a le pôle bijoux avec l'exposition de préfiguration, il y a la taillerie qui, dans les 2-3 années à venir, il y a un projet qui avait été élaboré et qui suit son cours, hein, c'est la Maison des Arts et des Savoir-Faire. Il y a la médiathèque, bien sûr, il y a l'autopartage aussi, puisqu'on a maintenant installé 3-4 bornes sur le territoire pour les véhicules électriques. Et il y a deux voitures Lulu, bon, une sur la place des Arcades qui n'est pas encore finalisée parce qu'on a un petit problème avec EDF sur l'alimentation de cette borne. Et puis il y a aussi la place de Baccarat, alors dans l'interco via le pays, c'est-à-dire que tout l'aménagement de la gare a été fait grâce au pays lunévillois qui regroupe 4 intercos. Donc c'est vrai que Baccarat a une place importante au niveau de l'interco et du pays lunévillois. Ah oui, donc là, c'est vrai que la gare, c'était un gros chantier. Là, ça y est, c'est quasiment fini. Il y a encore des petites finitions, mais... Voilà, c'est quasiment fini. On vient de faire la réception définitive, avec bien sûr quelques réserves, hein, puisque tout n'est pas complètement fini, dû aux intempéries qu'on a connues pendant 3 semaines. Donc là, il reste le petit hangar à vélo sécurisé, avec le béton désactivé à mettre. Il y a 2-3... On a eu un petit problème de gaz sur une conduite, donc il faut refaire un peu le macadam et puis le béton désactivé à certains endroits. Les arbres sont plantés, l'abribus est mis, il y a encore 2-3 petits aménagements à faire et donc la gare est pratiquement finalisée. Oui, oui, donc là ça devient un espace multimodal. Tout à fait. C'est ça l'idée. Hein. Ouais, très agréable et maintenant il y a de la place pour se garer. Un équipement qui est très attendu, c'est la rénovation de la piscine. Ça prend du temps, on en est où ? Voilà, alors la rénovation de la piscine, comme l'a dit le président, hein, je crois que le président a été clair sur le sujet, cette rénovation se fera. Ça a pris du retard pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais normalement les travaux devraient commencer après les vacances de cet été, hein, entre le mois de septembre et le mois de novembre, pour se finaliser fin 2022, début 2023. Donc là maintenant... on est sûr, et le président a réaffirmé sa volonté avec les élus que cette piscine se fasse. Alors, je rappellerai quand même que même si le coût est de 4,5 millions, ce qui est un investissement lourd, hein, au départ, on partait d'1,5 million. Je ne rappellerai pas les différents aléas qu'on a découverts au fur et à mesure. Mais bon, certains nous annoncent qu'il aurait mieux valu refaire une piscine. Je rappellerai quand même qu'on avait au moins 1,5 million, 2 millions obligatoire avec le désamiantage et la démolition de la piscine si on en avait fait une nouvelle. Et une piscine à 4 millions, c'est léger. Enfin, je rappellerai quand même que la piscine de Lunéville a coûté plus de 15 millions. Donc, je crois que c'était la bonne solution, même si on arrive aujourd'hui à 4,5 millions d'investissement, de refaire cette piscine dont les bâches à moi tiennent beaucoup. Pour conclure, les grands projets dans les années à venir pour votre mandat ? Alors on a un certain nombre de sujets, on a la voirie bien sûr, hein, la voirie, l'aménagement de la voirie. On a commencé le chantier, alors il y a aujourd'hui un chantier qui va démarrer dans l'entrée côté Rambervillers, hein, puisque on a eu toutes les subventions qu'on souhaitait, et donc le chantier va démarrer. C'est l'aménagement de toute cette entrée de ville jusque le bas près du carrefour où il y a la boulangerie. Donc en plusieurs étapes. Donc ça, ce chantier va démarrer, puisqu'il y a une réunion de chantier avant la fin du mois. Il y a la conduite qui est finalisée, puisqu'il y avait des gros problèmes de conduite d'eau dans ce secteur-là. Donc les 2 grosses conduites qui nous posaient problème ont été faites. Ensuite, il y a d'autres projets. On a un projet, on vient de répondre à un appel à projet, ce qu'on appelle Microfolies. C'est un projet culturel dont Isabelle Marcelot s'en occupe aujourd'hui et le projet vient d'être déposé. On a été visité puisque les seuls dans le coin qui ont un projet Microfolies, enfin qui fonctionnent sur le projet Microfolies, c'est Vendœuvre. On a été les visiter, on a trouvé ça extrêmement intéressant, même si on avait déjà candidaté parce que ça nous paraissait intéressant. Et alors le projet c'est quoi ? C'est d'amener la visite des musées vers les petites villes et vers la ruralité.
Il y a 12 partenaires, il y a le musée du Quai Branly, il y a le musée du Louvre, il y a 12 partenaires comme ça. Et donc on installe une salle avec de la nouvelle technologie pour justement visionner ces œuvres, ce qui se trouve dans les musées, et puis avec des commentaires, avec un animateur. Bon, on veut y greffer aussi dans ce projet Microfolies un Fab Lab. Donc on a un bâtiment qu'on entraîne, sur lequel on réfléchit pour justement implanter ce projet Microfolies. Et aujourd'hui, on est en phase, on a déposé notre appel à projet et on attend, normalement mi-avril, on devrait être fixé sur si on est retenu ou pas. Alors l'intérêt d'être retenu, bien sûr, c'est de pouvoir faire ce projet, mais d'avoir des subventions importantes, tant sur le plan fonctionnement que sur le plan investissement. Alors, on voit ça aussi à l'échelle de la ville, mais aussi un peu plus large, peut-être au niveau de notre CIVOM. On voudrait étendre, puisque cet espace peut être à la fois fixe, comme il peut se déplacer aussi dans les villages alentours pour justement organiser des séances ou des animations autour de ces grands musées. Donc la place à la nouvelle technologie dans les prochaines années. Voilà, tout à fait. Ça aura toute sa place à Baccarat. Tout à fait. C'est ce que je disais, entre histoire et nouvelle technologie. Voilà. Merci d'être venu nous parler un peu, voilà, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus. On n'a que 20 minutes de la vigne de Baccarat. Merci. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais bon, je crois qu'on reviendra. Merci beaucoup, Vincent. Il est 10h sur RCM. Hop, hop, hop.